Merci de nous refaire confiance. Nous vous retrouvons après un moment avec le même plaisir dans ce Matissa niveau. La cour des aigles. Les oiseaux des basses-cours ne peuvent pas y piger grand-chose et surtout, la nourriture n'est pas destinée à ce dernier. Révision ou changement constitutionnel, est-ce que c'est le moment? Le contexte est connu sur le plan sécuritaire au Congo-Kinshasa. Il est caractérisé par l'agression rwandaise avec l'appui des multinationales européennes et américaines. Oui, les affairistes congolais sont aussi dedans. Ils sont nombreux. Mbosso les avait dénoncés autrefois, mais sans citer leur nom. Le contexte socio-économique n'est pas reluisant. Il est difficile de voir l'eau couler tous les jours de son robinet dans la maison, tout comme sur la cour. Le courant électrique, surtout celui de la SNEL, se raréfie. Nous ne sommes plus au niveau des délestages. Certains vont jusqu'à parler des trilestages, comme pour blaguer un peu. Le transport en commun pose problème. Hausse des prix des carburants à la pompe avec des implications sur les prix de ce transport. Et du coup, les Quinois, pour parler de ceux qui habitent Kinshasa, font même les pieds pour arriver à la maison après le travail. Le spectacle à la République de la Gombe est désolant chaque soir, même le matin. Le pouvoir d'achat se dégrade davantage à cause de la flambée des prix des biens de consommation et des services. Sur le plan politique, les vautours, les alligators se battent pour avoir chacun une part du gâteau, ce gâteau que le prélat catholique, l'archevêque de Kinshasa, appelait le gâteau national, comme si le Congo était devenu un beefsteak. Après la prestation, bien entendu, des serments du président de la République, près de 4 mois déjà, pour justement échanger de manière noble autour de cette thématique, 4 invités autour de cette table. Norbert Yamba Yamba, libre penseur, panafricaniste, cadre de l'UDPS, il n'a jamais quitté le parti. C'est pour cette raison que le feu Sphinx avait fait appel à lui pour les pré-négociations d'Ibiza et de Venise en Europe, aux côtés des Shehu Kitundu, qui représentaient le pouvoir à l'époque de Kabila. José Kimonyo, économiste, il est également professeur, écrivain. C'est un rebelle sur le plan économique. Il nous propose l'éthicisme, qui est une solution loin de l'échec du capitalisme et du socialisme. Fumuntoto Basanga, lui, c'est notre habitué, géniteur de la troisième voie, politologue. Je ne dis pas qu'il se frotte à l'union sacrée, il est maintenant dans l'union sacrée. Il est en pleine forme, vous voyez qu'il est du côté de ceux qui mangent maintenant. Son parti, c'est Idéal Patriote. Je chute avec Nicolas Lenga, juriste. Il est secrétaire général adjoint du parti Envol, une ancienne ONG d'Élysée Sanga, devenue un parti politique aujourd'hui dans l'opposition. Katombiste ou matatiste? Nicolas Lenga. On y va? C'est une précision dont j'ai besoin pour les Non, téléspectateurs. nous sommes dans l'opposition en tant qu'Envol. Nous ne sommes ni katombistes ni matatistes. Nous sommes à l'Envol avec le leader de notre parti qui s'appelle le président d'Élysée Sanga. Vous restez constant, c'est parmi les juristes les plus constants qu'on invite sur nos plateaux. Merci. Même si son autorité morale
je ne sais pas si ça existe en vol, par moment bascule tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est un point de vue. Voilà, un point de vue. Je reste citoyen congolais. Je voudrais qu'on commence avec vous. Est-ce que c'est le momentum, comme disent les latinistes, la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution? Le président a lancé le débat depuis l'Europe. Écoutez, Fabien, déjà, je vous remercie et je vous salue pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, M. Yamayamba, M. Sekimonyo et M. Fumutoto. Je salue à l'occasion tous ceux qui nous suivent et le peuple entier qui nous suit. C'est une émission d'haute facture, donc on va essayer d'être le plus pédagogique possible pour pouvoir éclairer l'opinion nationale, mais aussi internationale. Alors, révision ou changement constitutionnel? Vous posez la question sur fond de deux concepts différents. On devrait donc déjà définir c'est quoi une révision constitutionnelle et c'est quoi un changement de constitution. Dès lors que nous avons défini le concept et donc on se mit d'accord sur ce pour lequel nous voulons discuter, il faudrait bien que l'on puisse dégager l'importance de cette soit révision, soit changement constitutionnel, et puis parler de l'opportunité. En ce qui nous concerne, nous, en vol, nous estimons que une révision constitutionnelle, c'est le fait d'analyser de nouveau la Constitution en vue de porter des modifications qui s'imposent pour justement la rendre beaucoup plus efficace et plus efficiente. Tandis que le changement de la Constitution, c'est tout simplement un remplacement de Constitution. Ce qui revient à dire laisser de côté la Constitution actuelle des belligérants pour embrasser une nouvelle Constitution. Ça, c'est dans la définition des concepts. Et donc, autour de la table, chacun aura la liberté de dire si il opte pour la révision de la Constitution, ça c'est notre position, ou pour le changement de Constitution. Nous nous y opposons farouchement, je préfère le dire d'entrée de jeu. Vous opposez maintenant, au changement et à la révision? Non, non. Nous disons que nous sommes farouchement opposés au changement de Constitution. Maintenant, nous allons faire la démonstration qu'il n'est pas important de changer de Constitution, parce que l'actuelle Constitution est une presque parfaite symphonie faite de partitions de l'histoire politique du pays et de l'histoire constitutionnelle du pays. Vous savez que dans cette Constitution, on s'est fondé, on s'est inspiré sur les dispositions constitutionnelles de 1964, mais aussi des dispositions constitutionnelles préparées et proposées par la Conférence nationale souveraine. Et donc, l'ensemble de ces dispositions fait l'actuelle constitution de notre pays. Il faut retenir que cette constitution nous a permis d'avoir les élections en 2006, en 2011, en 2018 et en 2023. L'union sacrée, avec l'UDPS en tête, et je parle de l'union sacrée, mais particulièrement de l'UDPS, et la formation politique qui a participé au maximum à l'élection présidentielle durant ces 4 cycles. 2006, 2011, 2018 et 2023. L'UDPS a participé à 3 élections présidentielles, sauf celle de 2006. Et donc, c'est le parti politique qui a bénéficié le plus de cette constitution. Cette constitution ici a permis à l'UDPS et à l'Union sacrée de gérer pendant 5 ans sous la vision de M. Félix Tshisekedi, et pour eux, à l'UDPS et à l'Union sacrée, le bilan est plutôt positif. Et donc, sous cette constitution, qui pour eux le bilan est positif, il n'y a pas en ce moment-là l'importance de pouvoir changer la constitution. Par contre, la constitution est une œuvre humaine, donc perfectible. Elle peut être révisée. Vous vous souviendrez que l'Envol a fait cette démarche il y a quelques années
a déposé une proposition de loi portant modification de certaines dispositions constitutionnelles. Je suis parmi les rédacteurs de cette proposition de loi. Laquelle proposition a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'aujourd'hui attend à être mise au débat pour examen et adoption. Et donc, nous pouvons voir dans quelle mesure réviser les dispositions constitutionnelles révisables, parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, l'article 220. Ce n'est pas négociable, n'est pas révisable. Et donc, tous ceux qui veulent un changement de constitution, en réalité, veulent déverrouiller le 220 pour pouvoir offrir une constitution qui désacralise cet acte, ce pacte républicain que nous avons conclu à travers cette constitution. Sur la question de l'opportunité, parce qu'elle est liée, l'article 219 de l'actuelle constitution fixe les cadres et règle la situation. Nous ne pouvons pas initier une quelconque révision ou un quelconque changement de constitution sous l'état des sièges dans lequel nous nous trouvons. Et donc, si l'union sacrée qui se porte aujourd'hui chantre du changement de la constitution, pense pouvoir arriver à changer cette constitution, il faudrait déjà mettre fin à l'état des sièges. Or, M. Tshisekedi avait dit que l'état de siège irait jusqu'à atteindre les objectifs, c'est-à-dire éradiquer la rébellion à l'Est. De deux choses l'une. Si on remet la question du changement de constitution, c'est qui est une aberration, même une absurdité, sur la table aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que c'est inopportun, parce que nous sommes sous état de siège. Et si nous quittons l'état de siège, il faudrait qu'au préalable, nous ayons atteint les objectifs, c'est-à-dire éradiquer la guerre à l'Est. Maintenant, pour boucler, pour chuter, parce que votre regard m'en dit long, si cette constitution empêche à M. Félix Tshisekedi de pouvoir développer sa vision, c'est la même constitution sous laquelle M. Kabila a géré pendant 18 ans. Et donc, si aujourd'hui cette constitution empêche à M. Félix de travailler, donc c'est la même constitution qui a empêché à M. Kabila de travailler. Alors, comment et pourquoi M. Félix s'est opposé à Kabila pendant 18 ans si la question réside au niveau de la Constitution? Mais il faudrait noter ceci, que la Constitution actuelle n'a pas encouragé l'itinérance au sommet de l'État. La Constitution actuelle n'empêche pas que l'on puisse mieux traiter les militaires qui se font zigouiller au front. La Constitution actuelle n'interdit pas que l'on puisse faire des routes ou sinon, tout au moins, raccommoder toutes les routes carriées à travers la République. Merci. Cette Constitution n'empêche pas de terminer ce fléau de Koulouna et n'encourage pas l'utilisation de l'hydroquinone. Et donc, nous pouvons réviser cette Constitution au moment opportun plutôt que la changer pour offrir à un groupe de bonhommes l'opportunité et le plaisir de prendre en otage toute une République. Au-delà d'une critique objective, pas d'attaque personnelle. J'en ai pas fait que ça. Je vous connais, un homme pondéré. Fumutoto Basanga, quel est votre point de vue? Pas de changement, pas de révision, c'est pas le moment. Et puis, cette constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi ou n'empêche pas Félix Tshisekedi de pouvoir faire asseoir la bonne gouvernance. Merci pour la question. Moi, personnellement, je ne suis pas un bonhomme. Parce que je connais le français et qu'il n'y a rien que je fais qui mérite que je sois appelé un bonhomme. Et si moi, je refuse d'être un bonhomme de l'Union sacrée, je crois que les autres, autant chacun refuserait d'être surnommé bonhomme. Sauf si M. Alexis, Nicolas me disait que lui-même aussi était un bonhomme. Le débat de la Constitution n'est pas le débat de la qualité, le débat de la révision ou du changement de la Constitution
n'est pas lié à la qualité ou non de la Constitution. Le débat du changement ou de la révision de la Constitution est lié aux visions des hommes politiques ou des forces politiques en présence. Parce qu'à travers l'histoire et la doctrine, il y a 3 types de constitutions. Il y a la constitution octroyée. Qui en avait apprécié l'opportunité? C'était le Parlement belge qui nous avait octroyé la loi fondamentale belge. Ils ne nous ont pas consultés. Il y a la constitution pacte, comme la constitution de Belgéra qui fait objet de notre débat. C'est Joseph Kabila qui a nommé les députés qui ont proposé au peuple congolais ces drafts ou ces papiers qu'on va appeler plus tard constitution. Est-ce qu'il n'était pas, le texte ne venait pas de Liège? J'arrive et je vais suivre l'argumentaire d'un juriste, Nicolas. Quand je dis un papier, j'assume ce que je dis parce qu'on ne peut pas parler de la constitution d'une république si on ne peut pas au préalable situer le constituant républicain, qui n'a jamais existé depuis 1960 jusqu'à présent. Et là, je suis dans la pire doctrine des Sciences Po. Tenez. Lorsque nous quittons le royaume de la Belgique par l'indépendance en 1960, on nous donne la loi fondamentale belge qui doit faire une transition et nous allons battre campagne. La loi fondamentale c'est en 1959, c'est ma buse. En 1960, nous allons battre campagne, pas législative, mais constituante, je veux dire campagne constitutionnelle. Et c'était quel débat? C'était entre les fédéralistes et les unitaristes. Les camps de Lumumba unitaristes ont gagné la campagne pour je peux dire référendaire. Je crois que tous on se comprend. Et nous entrons dans une constitution. Le plus grand péché que nous qualifions du péché originel qui doit exiger que cette constitution parte, ce n'est pas qu'elle bloque ou qu'elle ne bloque pas, mais parce qu'elle ne respecte pas la procédure de toutes les constitutions républicaines du monde entier. Et c'est par là que je vous prends l'antithèse. Pour qu'il y ait une constitution de la République, je vais encore vous opposer, mon frère Nicolas, un argument de taille. La première République, c'est laquelle? Mobutu a eu le pouvoir par la force, il a été chassé par force. Quand nous disons première République, c'est laquelle? La deuxième, c'est laquelle? Et si une et deuxième n'ont pas existé, comment pouvons-nous prétendre que nous sommes en troisième République? Maintenant, lorsque Mobutu, le président Kasavubu, va instituer une commission constitutionnelle de Luaboul et qui ne reviendra pas avec ses conclusions pour être assumée par l'institution président, le Sénat et l'Assemblée nationale, on est passé à un faux référendum. Là, je vous oppose encore un argument de taille parce qu'on nous pose toujours la question, qu'est-ce qui nécessite le changement de la Constitution? Je commence par, parce que les révisions de la Constitution, c'était un petit débat qu'on ne peut même pas prendre le temps de faire. Mais je vais revenir. C'est que pour qu'il y ait une constitution républicaine, il faut qu'il y ait les constituants républicains. Et le constituant républicain, c'est que le peuple doit voter au préalable. Ceux qui vont venir lui proposer la constitution qu'il doit adopter par référendum. Joseph Kabila a-t-il été voté par le peuple avant de nous proposer cette constitution? Les députés de Saint-Site étaient nommés par Joseph Kabila, comme les députés de 1967 étaient nommés par Mobutu, comme les de Kasavubu avaient nommé une commission, ce n'est pas un mal, mais la constituante n'a pas assumé ça. Vous êtes juriste, racontez-moi. Nous devons chasser cette constitution si nous voulons être une république, parce qu'il y a un péché originel. En conséquence, nous proposons 3 choses. Vous avez mal défini la révision constitutionnelle. Et les articles verrouillés ne sont pas dans l'article 220. Nous pouvons changer l'article 220 lors d'une révision sans changer la Constitution. L'article 220 énumère les matières qui ne peuvent pas être objet d'une révision constitutionnelle. Mais ces matières se retrouvent dans d'autres articles. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Par exemple, du nombre et la durée du mandat du chef de l'État. Ce n'est pas l'article 220. Par exemple, la forme républicaine de l'État. Ce n'est pas l'article. On s'est cité là-bas, mais il y a des articles. Par exemple, les prérogatives des provinces, ce n'est même pas l'article 220, c'est plus.
Nous pouvons bouger l'article 220 sans bouger les dispositions immuables. La révision de la Constitution, c'est quoi? C'est lorsqu'on accepte de modifier ou de changer la Constitution, mais sans toucher aux dispositions déclarées par celle-ci immuables. C'est ça la révision. La Constitution elle-même dit, touchez-moi ici, pas une révision, et voici les conditions. Il a cité une des conditions. On ne peut pas réviser la Constitution pendant qu'on est dans un état de siège, état d'urgence. Maintenant, la modification ou le changement de la Constitution, c'est lorsqu'on touche aux dispositions qui se disent verrouillées dans une Constitution. C'est clair. Maintenant, comment arrive-t-on à changer une Constitution? Avant d'arriver à cette démarche, Toto, apparemment pédagogique, je voudrais vous poser une question. Toute gouvernance politique qui ne vise pas la transformation positive de la société et surtout l'amélioration des conditions de travail, conditions de vie des populations, comme c'est le cas au Congo. Est-ce que ça nécessite aujourd'hui soit la révision, soit le changement de la Constitution? Est-ce que ce n'est pas une politique de bureau? Ce n'est pas une gouvernance de bureau? Voilà. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique? Justement, de l'UDPS et ses alliés. Je vais illustrer un cas de l'UDPS. Il a donné que il a parlé de la participation au maximum de l'UDPS depuis que cette constitution est là. Faux. Et dans la genèse de la naissance de cette constitution, lorsqu'il est passé par un faux référendum, parce que Kabila et tous les députés qui ont rédigé cette constitution n'ont pas été élus par le peuple au préalable. J'insiste. Là, lorsqu'il va prendre la parole pour me contrer, il faut qu'il me raconte. Pour qu'il y ait une constitution républicaine, il faut qu'il y ait le peuple qui a voté, ceux qui doivent rédiger la proposition de la Constitution. Ensuite, le peuple aura adopté cette constitution qui lui est proposée par ses élus. Antithèse. Joseph Kabila, lorsqu'il nous proposa cette fausse constitution, l'UDPS a boycotté le référendum. L'UDPS n'a pas endossé cette constitution. L'opposition a refusé dans son ensemble. Un argument de taille. Deuxième chose, j'insiste, une constitution ne vient pas en dehors des visées, des visions et des idéologies des courants politiques. Parce qu'il y a quand même une campagne constituante ou constitutionnelle qui n'est pas à confondre avec la campagne législative. Les élections de Lumumba en 1960, ce n'étaient pas des élections législatives au sens propre du terme, c'était comblé. Il y avait les élections de la constituante et il y avait les élections législatives. Et lorsque les Américains ont fixé leur première constitution, c'était une constitution ici du débat entre les différents camps sur la vision, le fond et la forme de l'État. Ce débat n'a pas encore eu lieu au Congo. Donc prenez d'abord l'article 1 de la Constitution. L'État congolais est un État, est la République démocratique du Congo dans les frontières du 30 juin, un État de droit, laïque, démocratique, et tout ça. Ça vient faire quoi? On devait dire l'État congolais est républicain ou il est royal et la forme de l'État. Je pose une question à Alexis, je ne suis pas journaliste. Quand on dit on ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État, article 220, vous êtes juriste. Est-ce que la République est une des formes de l'État? Quand on parle de la forme de l'État, on a l'unitarisme et on a le fédéralisme. Ni l'un ni l'autre dans cette constitution. Vous avez verrouillé quoi? On va revenir à Donc je cite en disant ceci, oui. On va revenir à que nous ne changeons pas la constitution parce que nous sommes incapables d'agir pour le peuple sans constitution. Je répète ce que je vous ai dit. Que ce n'est pas une constitution qui dirige ou qui développe un pays. Même si nous tablons aujourd'hui pour dire que pour qu'on développe le pays, il faut qu'on change la constitution, c'est un faux argument. C'est que moi, vous êtes témoin, je me suis convenu avec mon ami que si je dis ça, la clé de la voiture me sera remise. Je l'ai dit que ce n'est pas la constitution qui révise le pays, même si nous avons une bonne constitution très parfaite, s'il n'y a pas la capacité politique, s'il n'y a pas la volonté politique, et donc la constitution ne change rien. Ouais. Mais la révision de la constitution ou le changement de la constitution, ce sont les visées des hommes politiques qui peuvent travailler pour ou contre le peuple. Vous allez continuer pour nous dire comment vous comptez le faire.
Professeur Seki Mognon, vous êtes de ces économistes qui s'intéressent justement à la Constitution à ce stade. Est-ce que pour vous, c'est le moment de revoir ou de changer la Constitution de la République démocratique du Congo quand on connaît les joueurs et leur jeu? C'est à vous la parole avant de prendre les doigts. Yamba Yamba. Je pense que Fumuto, tu as touché un point dans cette discussion de dire on doit avoir une discussion idéologique. Moi, je dis, c'est pas que je suis seulement pour, mais j'offre ce que j'appelle une correction de la Constitution. Est-ce que ça sera un changement? Est-ce que ça sera une révision? Ça dépend de la fin de la discussion. Quels sont les articles touchés? Et on va laisser ça aux juristes de définir ce que ça a passé. Je dis, j'aime bien mon frère Fumuto. Oui, la Constitution développe une nation. Parce que ça établit les règles de jeu socio-économiques. Je dis, la Constitution, moi je suis là pour qu'on la change ou qu'on sait, mais disons la corriger. On a déjà introduit la correction, on va voir la fin de la journée. Parce que chaque point, quand vous voyez, chaque article qu'on a revu, il y avait un problème. Par exemple, je peux parler personnellement, la Cour constitutionnelle doit vous répondre dans 30 jours. Donc pour vous, pas de requiem de cette constitution de on doit la corriger, on sait qu'on offre déjà une correction. Maintenant, est-ce que ça sera un changement ou une révision? Ça dépendra à la fin de la journée de la discussion, quels sont les articles qu'on touche, qui met cette activité une révision ou qui va définir comme un changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous redoutez, vous, personnellement? Je ne redoute rien, le chef de l'État vient de parler de changement de la Constitution. Moi, janvier, je disais, on a besoin d'une nouvelle Constitution. On a besoin d'une révisée. Parce que quand vous voyez sur le plan socio-économique, je dis, le président, disons, le président dit qu'il a un problème, le gouvernement ne sort pas. Je dis oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre raison il peut avoir, mais moi... que le président n'évoque pas, par exemple. Moi, je suis d'accord avec lui, la maladie, mais la cure, elle est différente. La pression des partenaires stratégiques privilégiés. Je parle des Américains, des Européens, parce que, voilà, il faut protéger leurs poulains à l'interne qui leur servent de relais, par exemple. Je ne regarde pas le monde de cette façon. Vous avez vu dans le cas de Mongachuchu, dans le cas de comment on appelle ça, de la suspension du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Vous avez vu comment l'Occident s'est agité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison? Moi, je ne suis pas émotionnel. Moi, je fais l'expertise. Je dis, Monsieur Tshisekedi... Moi, je vous pose des questions. Je suis en train de vous répondre. Je dis, Monsieur Tshisekedi, on a parlé de la même chose. Le gouvernement ne sort pas. Il y a un problème. Et moi, je dis, c'est à cause du régime. Moi, je dis, dans un pays comme le Congo, on doit avoir un système présidentiel. Pas un régime présidentiel pour créer le mur entre le législateur et l'exécutif. C'est ça le vrai problème. On a un régime qui ne convient pas à nos réalités. Si on a un système présidentiel, ça fait qu'on n'aura pas des gens qui vont être élus députés tout en pensant à devenir ministre. On aurait eu déjà, soi-disant, un exécutif si on était dans le système présidentiel. Si la loi ne l'interdit pas, 3 bâbords ou triple brassard, député national, sénateur, et puis député provincial, en même temps candidat ministre, oui, gouverneur, et partout là, on siège à Kinshasa, on va en province, on va postuler pour devenir gouverneur ou sénateur, et en même temps on vote pour soi. Pratiquement, est-ce que ce texte n'exige pas une refonte totale? Où est-ce que vous étiez quand on a dit que la loi électorale, elle était inconstitutionnelle? Personne n'est là. On a adressé la lettre pour dire que la loi électorale, elle était inconstitutionnelle. Les conséquences, on est en train de subir les conséquences de ce que tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. Tout le monde pensait qu'il allait gagner avec une loi qui n'est pas constitutionnelle. Tout le monde disait, je dis, la Constitution elle-même, elle est inconstitutionnelle.
c'est une discrimination contre les pauvres. La Cour constitutionnelle n'a jamais répondu dans le délai de 30 jours. Qu'est-ce qui est arrivé? 30 jours, c'est le délai établi par la Constitution. Mais il n'y a pas de conséquences quand la Cour constitutionnelle ne vous répond pas à 30 jours. Ça veut dire qu'il y a lieu de faire une correction dans cette loi. Il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, le grand débat, c'est quoi? Il y a deux débats qui on attache une notion politique qui devait être économique. Un, on dit le mandat de chef de l'État. Je dis, oui, je suis d'accord. 5 ans, ce n'est pas assez pour que le chef de l'État implémente son calendrier ou sa vision. Mais il faut se rappeler qu'en Afrique du Sud, Mandela fait un mandat. Mais l'UNC, le ANC en français, est toujours au pouvoir. Ça veut dire chaque année, chaque 5 ans, ça n'interdit pas l'UDPS au PPRD de revenir gagner le pouvoir. Ça veut dire 5 ans, ce n'est pas assez. Tout le monde le sait. C'est pour ça que c'est permis à un parti de se présenter avec un nouveau candidat et essayer d'avoir. Le deuxième, c'est la notion de nationalité. On doit se dire, en RDC, on a beaucoup plus de paranoïa. Celui qui est né au Congo est congolais, un point, un trait. Parce que quand on définit la notion de nationalité sur base de celui qui est né ici d'une tribu qui est issu de 1960, on s'est défini à la colonisation. Et le risque, il est économique. Ça veut dire, un Luba s'appelle Kassayen au moment où il a grandi au Katanga. Parce que ça, sa définition pour être congolais. Je dis, non. Ça fait qu'un Moutete là, qui vit à Mwanda, il a du mal à investir là-bas parce qu'on lui rappelle toujours chez lui. On doit corriger la Constitution parce que pour moi, la Constitution était un compromis politique. Mais tous les aspects, comme vous voyez, les aspects socio-économiques, ça n'existe pas. Ou c'est flou. Il y a tellement des aspects qui sont flous économiquement. Par exemple, je dis, ça ne résout pas le problème de l'électricité et l'eau. Je dis non. Les prérogatives des administrations territoriales décentralisées, ça devait être l'eau et l'électricité. Et on incorpore les taxes que ça pouvait prélever pour ce domaine. On doit résoudre nos problèmes socio-économiques avec la Constitution. Ceux qui parlent de la Constitution seulement sur base politique, on nous revient encore en 2006. On a peur de quoi? La Constitution va nous aider à un envol, à une transformation socio-économique de la RDC si c'est vu et compris sous ces prismes. Voilà. Sekimonyo Mutabazi, vous avez compris, il est plus anglophone. Il vit aux États-Unis avec l'accent anglais sur son français, mais les idées passent. Il est équilibré. Norbert Yamba, c'est vous qui gérez. Je ne sais pas si je suis invité ici parce que je gère. Non, je dis c'est vous qui gérez, c'est pas vous personnellement. Ouais. C'est l'UDP, c'est votre famille politique. C'est vous qui êtes aux commandes. Merci. Le peuple d'abord. Est-ce que le changement ou la révision de la Constitution, ça va changer les paramètres de gouvernance dans ce pays qui est confronté à des sérieux problèmes? Un homme m'écrivait, c'est à 20 midi pour me dire le pays va dans la mauvaise direction. Je crois qu'il y a beaucoup d'alarmistes. C'est comme l'archevêque aussi de Kinshasa, à travers l'évangile, essaie un peu aussi de beaucoup dramatiser les choses. Alors, vous avez la parole, vous avez suivi les 3 intervenants qui vous ont précédé. Merci, je voudrais quand même saluer tous mes co-débatteurs que je connais très bien. Et je pense que la gloire est à vous, parce qu'il y a réellement, vous avez fait un casting qui peut nous aider à débloquer, j'allais dire dégonfler, tout ce que nous avons comme inquiétude par rapport à ce qui s'est dit sur la place publique. Première précision. Deuxième précision, le titre de votre émission. Je vois là la cour des aigles. On ne peut pas avoir une étiquette si on ne mérite pas véritablement de l'avoir. C'est très important. C'est que très clairement, lorsque on s'appelle aigle, il faut être en mesure de monter un peu plus haut pour regarder de manière à chercher des solutions.
Et si on veut trouver des solutions comme tout le monde, à ce moment-là, il faut se priver véritablement de cette étiquette. Vous avez fait la peinture de notre pays. Vous avez parlé des routes. Vous avez parlé de l'électricité. Vous avez parlé de l'eau. Toute la problématique problématisante de ce qui représente la pauvreté intolérable et abjecte de notre pays. Et vous avez estimé que, bon, il faut que l'homme politique fasse un effort de manière à trouver des solutions. Et vous appelez une élite politique intellectuelle pour réfléchir, sans émotion toxique, de manière qu'on puisse véritablement débloquer notre société. Il faut véritablement faire un exercice pour que nous puissions assumer pleinement cette responsabilité. J'attends qu'on est dans les règles, qui est une bonne chose, ça c'est évident. Mais je pense qu'il faut faire mieux pour qu'on aide notre peuple à sortir de cette situation. En 2000, aujourd'hui on est à 110 millions d'habitants, en 2050 on sera à 300 millions d'habitants, donc en moins de 30 ans. Si à 110 millions, la situation elle est séquelée, elle est déjà plaire, etc. Et lorsqu'on sera à moins de 30 ans, 300 millions. C'est comme ça qu'il faut s'apaiser et se dire qu'on a été à l'école. Il faudrait que ça nous serve pour pouvoir aider notre pays. Parce qu'en réalité, pourquoi on a besoin de conseiller? Pourquoi nous venons à la télé? C'est pour faire la publicité? Ou c'est pour aider les gens qui peuvent avoir la décision stratégique de pouvoir s'accommoder? Je voulais vraiment recadrer cette situation pour voir qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des aigles pour photographier notre société et déterminer la boussole qui nous permette de sortir du bourbier. Alors, revenons à la question. Vous avez, avant de répondre à une telle question qui est très sensible, où il y a des divergences au niveau de notre société, il faut savoir le contexte. Pourquoi on parle aujourd'hui constitution, constitution, constitution? Je pense que ce soit dans la rencontre du président de la République avec les Congolais, c'était à France, que ce soit dans plusieurs de ses interviews, etc. Et surtout répondant à la question de savoir pourquoi le gouvernement tarde à venir, c'était très clair pour le président de dire que voilà, ce sont des procédures. Et ces procédures demandent finalement qu'on puisse fouiner et éventuellement le respecter pour qu'on ait un gouvernement. Je voudrais rappeler à tous mes co-débatteurs que en 2000, lorsque on a eu le Premier ministre Ilunga Kaba, il a été nommé en juin 2019. Madame Judith est nommée en avril. La mise en œuvre du gouvernement, c'était en novembre 2019. Vous voyez ce que cela représente en termes de vitesse, dans la manière de traiter les dossiers, dans la manière de faire avancer la société. Nous sommes dans une pauvreté la plus intolérable. On a besoin que des institutions soient actionnées pour que finalement on donne des solutions. Et la vitesse par rapport à cet arsenal procédural ne permet pas qu'on puisse avancer. Et le président de dire il va falloir que l'on revoie qu'on revoie la Constitution pour que finalement on puisse régler tous ces éléments qui puissent handicaper la prise de décisions rapides et effectives. C'est dans ce contexte qu'il a dit par rapport à cette question qu'on devra mettre en place une commission qui doit réfléchir sur la question. J'ai vu il n'y a pas longtemps, Fabien, à France, il y a une année, lorsque les Français ont estimé que leur démocratie est démodée, est essoufflée, est épuisée, est dépassée, ils ont dit, mais écoute, il faut qu'on se réunisse pour appeler cette crème intellectuelle et venir réfléchir pour qu'on donne quelque chose qui puisse innovante, bien entendu, pour changer la situation. Aujourd'hui, il y a des perspectives qu'on quitte la 5e République vers la 6e République à France. Ils ont appelé les meilleurs d'entre eux. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir?
Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir? Parce que le chef de l'État n'a pas dit qu'on y aille directement vers le changement de la Constitution. Il a dit, mettons la commission. Et dans cette commission sera représentée toutes les confédérations. M. Mouillet-Patrick avait annoncé autrefois, juste, je crois c'était avant la prestation de serment du président de la République, ou après, si j'ai bonne souvenance, sur un média périphérique en France, il avait dit, oui, il y aura des changements. À ce niveau, il avait déjà annoncé ça. Oui, alors, bien entendu, mais lorsque, excusez que je termine, pardon, parce que là, vous risquez de m'arrêter, je pourrais même m'arrêter, ne plus parler. Je voudrais, Mouya, ministre, tout le respect, il a dit ça, mais Mouya n'est pas la commission. Hein, il y aura une commission, j'aimerais que Nicolas Elenga soit là, j'aimerais que son président soit là, et toute la crème, etc., les Fumoutoto, et cet homme, ce rebelle économiste pour être aussi là, etc. Et puis on se retrouve, vous les journalistes, on dit, on veut quoi? Ça fait 63 ans, le pays n'avance pas. Nous faisons quoi? Et je suis très désolé, moi, à ce moment ici, où je vois des intellectuels de mon pays, il y a des économistes comme mon ami, il y a des politologues, il y a des juristes, etc. Mais qui amènent des enseignements importés. Des enseignements qui n'ont jamais montré leur efficacité. Des milliers de diplômes, Norbert Yamba, la société tombe en déconfiture. Non seulement morale, mais c'est comme ça en termes d'infrastructure. On parlait avant de monter sur ce plateau de la cité de Lusambo, l'ancienne capitale du Grand Kasaï. Mais franchement, alors quel est le problème? Et ceux qui sont formés à l'école dite de Mindélé et ceux qui sont formés dans nos alma mater au pays, eh ben, quand ils sont aux affaires, c'est le jour et la nuit. Que ce soit des érudits, que ce soit des moyens. Quel est le vrai problème? Est-ce que le problème, c'est au niveau de la Constitution ou le problème, c'est au niveau des âmes qu'elles sont? Je voudrais quand même, s'il vous plaît, avant que je n'arrive à cette question pertinente, rappelez que lorsque vous montez sur une échelle, si vous n'y arrivez pas, il faut changer d'échelle. C'est très important. On est en train de pleurnicher. À 300, à 2050, on va s'entretuer. En 2100, on sera plus de 450 millions de personnes. C'est très important. Et donc, si nous ne réfléchissons pas maintenant pour mettre de bases basiques, on ne va pas s'en sortir, on va s'entretuer. C'est comme ça que je disais qu'il y a d'abord un problème de paradigme, un problème des modèles que nous utilisons. Les modèles que nous utilisons, c'est un modèle importé. Le droit, tout le monde va s'évaluer en fonction du droit gréco-romain. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que Montesquieu a dit, qu'est-ce que Jacques Coureau a dit, qu'est-ce que... Nous avons tenté ces droits-là, mais ça ne nous a pas donné de résultats. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revisiter pour qu'on trouve dans la Constitution, qui est notre loi fondamentale, je termine s'il te plaît, qu'on trouve des Africains, ça c'est la première chose. Deuxième chose, comment voulez-vous avoir de l'eau? Comment voulez-vous avoir de l'électricité si vous n'avez pas de moyens? Regardez, une commission électorale indépendante qui a commencé en 2006, 4 cycles, la même chose, les gens s'entretuent, les gens se bagarrent, les gens s'insultent, qui a consommé 546 millions en 2006, 840 millions récemment avec Nanga, et aujourd'hui avec Kalima, $1 milliard. Lorsque vous regardez le PEDEL, 145 territoires, ça vous prend $1,5 milliard. Mais on a consommé, n'est-ce pas, $1 milliard. Et on va continuer à former. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, les gens continuent à travailler. Les élections locales ne sont même pas organisées. Oui. Et donc, nous avons besoin de l'argent. Et je reprends pratiquement ce que disait le professeur Sekimono pour dire que la Constitution, c'est la base basique. Même les aspects économiques. Vous avez un Sénat qui est composé de 108 personnes. 108 députés honorables, sénateurs et compagnie, etc. Qu'est-ce que cela représente en termes de coûts? J'ai vu le rapport d'une organisation gouvernementale qui a fait un checking par rapport à la gestion, etc. Et qui nous dit qu'à ce niveau-là... 1,5 milliard. Est-ce que l'IGF était passé par là? Bon, vous savez, les ONG... Donc, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que
comment nous pouvons sortir d'un arrangement institutionnel budgétivore pour que finalement nous puissions quand même avoir des moyens conséquents pour s'occuper véritablement de notre pays. Parce que quand vous lisez très clairement le PDL 145, c'est le plus grand projet. Je travaille dans le projet pendant plus de 30 ans aujourd'hui. J'en ai l'expérience. Et cette expérience est devenue une expertise. Et je vous informe que c'est un grand projet qui est convoité par toute l'Afrique. Il faut l'appliquer. Mais pour l'appliquer, il faut avoir de l'argent. Et or, l'argent que nous avons est dépensé comme ça. Comment voulez-vous avoir des assemblées provinciales qui, aujourd'hui, construisent une bourgeoisie locale, budgétivore? Et on ne peut pas réviser la Constitution. Et quand on change cela, et je termine pour emprunter, n'est-ce pas, le langage juridique pour dire, dans une société, lorsque le juridisme est incapable de donner des solutions, il faut aller dans la logique de la philosophie et la pratique politique. La philosophie et la pratique politique pose la question, qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Si nous estimons que cet arsenal juridique ne nous a pas beaucoup avancé, pourquoi ne pas changer? Nicolas Lingard, vous avez suivi qu'il faut changer les règles de jeu parce que les choses n'ont pas changé. Alors, avant de parler changement d'âme, changer les règles de jeu parce que c'est le soubassement, c'est le socle. Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire? Nous regarder dans les yeux et puis réfléchir au-delà de nos couleurs politiques pour pouvoir préparer l'avenir de nos enfants ou des nouvelles générations. C'est très important. Il ne faut pas quitter ce monde pour après y avoir existé pour rien et après les enfants de nos enfants viennent, ils crachent sur nos tombes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce courage, au-delà de nos appartenances politiques, réfléchir sur le changement de ces règles du jeu ou carrément vous avez parlé de la correction, c'est qui moi? Vous savez, Fabien, c'est Jean-Paul Sartre qui avait raison. L'enfer, c'est les autres. Lorsque, après les élections de 2018, le régime en place a eu du mal à développer sa vision, il a trouvé un bouc émissaire, il a dit c'est le FCC. Après, il s'est défait du FCC. C'est ce que M. Yambayamba dit, lorsqu'on n'arrive pas à grimper sur une échelle, il faut changer d'échelle. Je vais y revenir. C'est, excusez-moi, mais c'est une pensée mais dangereuse à un niveau extrême. Je vais y revenir. Après 2018, on dit qu'il faut se séparer du FCC parce que c'est une échelle sur laquelle on ne peut pas grimper. Il faut faire l'union sacrée. Ils ont fait l'union sacrée. Vite, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à grimper sur l'échelle union sacrée. Ils disent, ah, c'est à cause de l'opposition à péter, ils sont haineux, ils sont jaloux, etc. Nous allons quand même aux élections en 2023, des élections qui ont pris 8 jours, il faut le rappeler. C'est une première dans l'histoire du monde, ça devrait être inscrit dans les Guinness des records. Ah, finalement, on a épuisé le crédit de tous les boucs émissaires. Il faut trouver un bouc émissaire qui soit impersonnel. Donc, c'est la Constitution qui gêne. Il faut la changer. Non, c'est d'une irresponsabilité inouïe. Lorsque on n'arrive pas à grimper sur une échelle, il faut la changer. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas apte à grimper sur l'échelle que le problème se pose? Je viens de faire la démonstration. On a changé l'échelle FCC cash. On a changé l'échelle opposition. Mais le problème demeure. En fait, autour de la table, il y a 3 personnes qui sont plutôt union sacrée, qui sont favorables au changement de constitution, sans avoir la lucidité nécessaire et le courage de dire oui, nous voulons un changement de constitution, mais pour telle raison. La question a été posée, est-ce que c'est important que l'on change la constitution? Pour quelle raison on devrait changer la constitution? Monsieur Yambayamba, je commence par lui parce que c'est le dernier intervenant, je vais revenir à Rebo. Il dit, il prend le président de la République à témoin. Il dit, le retard de la mise en place du gouvernement, il faudrait réfléchir pour voir si nous changeons de constitution ou si nous la révisons. Mais la réponse, elle est claire.
pour régler le problème du retard de la mise en place d'un gouvernement, on n'a pas besoin de changer de constitution, mais c'est d'une aberration renversante. Envol a fait une proposition de révision de certaines dispositions de la Constitution. Mais il faut juste prendre le temps de lire cette proposition. Cette question a été réglée dans cette proposition de loi. Il faut la lire. Si l'accepter, c'est difficile, lisez-la au moins. Cette question a été réglée. Il vous a dit qu'ils n'ont pas lu. Mais c'est l'impression que ça me donne, puisque le président de la République lui-même... On parle de la révision qu'ils n'ont pas lu. Je dis, ça me donne l'impression, parce que le président de la République lui-même se pose la question si on doit changer la Constitution pour régler ce problème de retard. Or, il y a plus de 3 ans, Envol a réglé cette histoire avec la proposition de loi portant révision de certaines dispositions. Donc, c'est un faux fuyant et c'est irresponsable de le dire. Le professeur Sekimoniou, il se pose encore la question s'il faut changer de constitution ou s'il faut la réviser. Mais il est incapable de nous dire ici pourquoi il se pose la question. Qu'est-ce que l'actuelle constitution lui a fait à lui pour mériter le questionnement de sa révision ou de ses changements? Il en est incapable. Mais il confirme au moins qu'on a besoin d'une bonne constitution pour faire avancer le pays, contrairement à M. Fumutotto. M. Fumutotto, il dit ici que la constitution d'un pays n'aide pas à faire avancer le pays. Toute honte but, il dit ici, devant nos Congolais, nos compatriotes congolais, qu'il l'a dit parce qu'on lui aurait promis une voiture. Donc, on est en train de parler Congo, lui, il ramène ses intérêts personnels, mais c'est quand même... Non, mais on est où, là? On a promis la voiture. Je parle au conditionnel. On lui aurait promis à lui, M. Fumutotto. Ce n'est pas une attaque personnelle. On lui aurait... Je suis au conditionnel. Dans la cour des aigles. Je suis au conditionnel. Oui. Je suis au conditionnel. Et donc, il dit, le changement d'une constitution, ça n'a rien à voir avec l'avancement d'un pays, c'est la volonté des politiques. Comme un jouet que X voudrait acheter, ou voudrait traficoter, ou voudrait emmener à la brocante. Non, on parle de la constitution d'un pays. Si pour lui, la constitution ne fait pas avancer un pays, et que sa raison d'être, c'est la volonté politique des uns et des autres, il faudrait se poser la question du bien fondé d'une constitution dans un pays. Et ce n'est pas un politologue qui pourrait nous emmener dans ce terrain-là. Nicolas, issu de Sun City, avec toute la j'en arrive. Politico, administrative. J'en arrive. Est-ce que ça ne crée, ce n'est pas un souci pour ce pays? J'en arrive. Laissez-moi déconstruire l'argumentaire de M. Fumutotto que j'aime bien. Il dit, on peut bien modifier les dispositions verrouillées, les matières verrouillées dans la disposition 220 sans pour autant changer de constitution. Mais la question reste entière. Qu'est-ce que les matières verrouillées dans le D120 a fait à M. Fumutotto pour ne serait-ce qu'envisager un début de réflexion pour changer cela? C'est quand même dangereux. Alors, il dit, in fine, c'est une constitution des belligérants parce que ceux qui ont mis en place cette constitution, ceux qui l'ont produit, n'avaient pas été élus par le peuple au préalable. Et donc, pour Fumutotto, il faudrait changer la constitution pour cela. J'aimerais parler à son intention et à son attention. La matière qui se trouve dans la Constitution actuelle renferme les dispositions préparées et proposées par la Conférence nationale souveraine. Ce n'étaient pas des élus du peuple. Cette Constitution renferme les matières, les dispositions constitutionnelles
de la Constitution de 1964. Et donc, la même Constitution que nous utilisons a été révisée par des élus. Le débat, en principe, ne devrait plus avoir lieu, puisque des élus se sont basés sur cette Constitution pour la réviser. Parce que ce n'est pas un secret, cette Constitution a déjà été révisitée par des élus, plus d'une fois. Et donc, c'est une Constitution modifiée par des élus. Elle devient une Constitution des élus, puisqu'étant révisée par des élus. C'est la volonté des élus qui a fait que la Constitution du 18 février 2006 existe. Parce qu'après, elle a été modifiée plus d'une fois. Et donc, la question demeure entière. Et j'invite les co-débatteurs à avoir suffisamment le courage de le dire et de le dire à nos compatriotes. Quelle est l'importance, puisque visiblement les trois sont d'accord à un changement de constitution? Il faut avoir le courage de le dire. Quelle est l'importance de changer de constitution? Si c'est la question du retard de la mise en place du gouvernement, la proposition de révision de l'envol par l'honorable Sessanga règle la question et règle d'autres questions. Est-ce que votre parti est pour la révision? Non. Mais pourquoi non. vous vous opposez à la révision? Non, non. Parce que vous avez fait une proposition qui ne serait pas lue par les dirigeants actuels. Laissez-moi finir. Oui. Ici, j'avais dit qu'on devrait être pédagogique. Il y a la nécessité d'une révision. Il y a la question de l'opportunité de cette révision. Et j'avais fait la construction de ce qui doit être fait. Il y a des choses qu'il faut rendre perfectibles dans notre Constitution. C'est un fait. La preuve, nous avions, nous, fait une proposition. Donc, maintenant, il n'y a pas de donc avant. Il n'y a pas de donc avant. C'est une possibilité. Laissez-moi finir. Mais le moment n'est pas bien indiqué. Laissez-moi finir. Je suis vivant, je suis là. Ne faites pas mon porte-parole. Il y a nécessité de rendre plus perfectible la Constitution. Mais il y a inopportunité, et dans le fond et dans la forme. Déjà, l'article 219 de la Constitution nous interdit de pouvoir initier une quelconque révision de la Constitution. À ce stade actuel de la chose, nous sommes sous état de siège. Est-ce que ce texte est immuable? Mais laissez-moi développer mon argumentaire. Sinon, on en sortira. Est-ce que c'est un texte immuable? Lequel texte? La Constitution. Mais vous me faites redire ce que j'ai déjà dit. La révision constitutionnelle elle-même, elle est constitutionnelle. Il faudrait maintenant se poser la question de l'importance de cette révision et de l'opportunité de cette révision. Nous disons qu'il y a des matières qui peuvent être révisitées en dehors de toutes les matières verrouillées dans le 220. Et donc, ceux qui veulent le changement de la Constitution doivent savoir, et la population doit savoir, que toutes les modifications dont ils peuvent prendre comme prétexte ici peuvent être révisitées sans changer de constitution. Lorsqu'on veut changer de constitution, c'est justement parce que l'on veut déverrouiller les matières non révisables qui sont verrouillées dans l'article 220. Ici, il n'y a que M. Yamba qui a fait une tentative d'explication pourquoi il voudrait que l'on change de constitution. Or, la raison pour laquelle il voudrait que l'on change de constitution, il peut l'obtenir juste dans une révision constitutionnelle sans aller au changement. Merci. Et il faudrait éviter de dire que lorsqu'on n'arrive pas à monter sur une échelle, il faut en changer. Parce qu'on peut ne pas arriver à monter sur une échelle juste parce qu'on n'en a pas la capacité. Merci Nicolas. Vous comprenez qu'Envol, son parti politique, donc qui fait partie de l'opposition, est pour une révision et non pas changement des constitutions, mais choisir le moment. Donc, vous comprenez qu'il y a l'évolution quand même par rapport à la première intervention. Nous ne pouvons pas parler révision maintenant. C'est ça, l'inopportunité d'une révision. Voilà.
Fumutoto, votre réaction rapide, mais n'oubliez pas mon questionnement qui demeure au-delà des couleurs politiques. Est-ce que les aigles ne peuvent pas, au lieu d'associer le peuple qu'on peut coacher, justement, réfléchir République, réfléchir l'avenir de ce pays et mettre en place une constitution qui ne va pas poser des problèmes, parce que chez nous, le processus est vraiment tortueux. La question demeure. Merci. Vous réagissez rapidement. Je commence par votre question. Il faut orienter ça comme Les aigles ne sont pas naturels et experts en tout. Moi, je suis aigle sur ce plateau comme politologue. Lui, il est aigle comme juriste et les autres le sont dans leur domaine respectif, ou scientifiquement, ou par expérience. Le comble, c'est que tout le monde se fait savoir de tout. Vous voyez, j'ai posé à Alexis des questions, des fois en droit, comme en sciences politiques. Mon frère Nicolas, je m'excuse 10 000 fois, mon frère. Je lui ai posé la question. Dites-moi, vous êtes juriste, quelle est la forme républicaine qu'on doit protéger telle que verrouillée par l'article 220? Il a dévié. Je voulais entendre le son des juristes. Mais il a entendu quand même cette affaire de la voiture qu'on vous aurait promis. Non, parce qu'il ne veut pas répondre à beaucoup de questions. Non. Moi, quand j'ai dit, mon grand frère Mbambe est là, le professeur Sekimonyo est là, vous étiez à côté au téléphone, c'est moi qui avais dit que selon nous, la troisième voie, le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Si on ne change pas l'homme, mais la culture politique, même si on a la constitution la plus parfaite, le Congo ne va pas changer. Lui, il me dit, mais ça n'allait pas, on l'aurait. C'est lui qui m'a promis la voiture. Lui, il me dit, si vous répétez ce que vous dites là sur place, sans connaître qu'il y aurait une promesse de la voiture, je vais te donner une voiture après l'émission. Et je lui ai posé la question, une voiture neuve, laquelle, comment? Et puis il m'a donné les clés de sa voiture, que si vous répétez ce que vous dites ici en dehors de l'écran, parce qu'il croit qu'à l'union sacrée, il y a un mot d'ordre qui ne permet pas que les scientifiques soient libres. Et moi, je lui ai promis, moi, je n'ai jamais hypothéqué ma liberté de penser. Notre problématique au niveau de la troisième, c'est que le Congo a un problème d'homme, de quitter d'organisation. Et si on ne change pas l'homme, même si on change la constitution, les choses ne vont pas changer. C'est vous qui m'avez promis la voiture, après avoir entendu mon argument. Je n'étais pas en train de demander la voiture. Maintenant que j'ai répété sur le plateau, j'attends le reste à la parole de donner. Quand nous sortons, me donner la voiture. Maintenant, vous commencez à présenter la situation comme si il y a quelqu'un de l'Union sacrée qui m'a dit allez défendre Tshisekedi. Une fois que vous terminez à le défendre, je vais vous donner la voiture. C'est la voiture que vous me devez au nom du respect à votre parole. Vos engagements, c'est. Pas de ça ou du Sarvanda. Oui. Les engagements pris doivent être respectés à l'esprit et à la lettre. J'attends mon véhicule à la fin de l'émission. Voilà. Nous revenons sur... Il ne fallait même pas évoquer ces questions. Maintenant, je reviens. Voici les arguments de fond. Une constitution ne développe pas le pays parce que la Grande-Bretagne n'a pas une constitution de pays développé. Vous m'avez contredit en quoi? La coutume, c'est quoi? La coutume constitutionnelle, c'est quoi? Il fallait que quelqu'un me contredise, pas un juriste. C'est la culture qui développe le pays. Mais cette culture peut ne pas exister à l'intérieur de la constitution. Maintenant, si vous avez une constitution, vous devez faire tout pour former les gens, l'impliquer pour qu'elle devienne la loi de l'esprit dans les gens et de culture. C'est voir, vous voyez, si alors une loi développait le pays, vous voulez me dire que toutes les constitutions que nous avons connues et toutes les lois organiques que nous avons connues sont imparfaites. Mais pourquoi avec des beaux textes, le Congo patauge? C'est que le problème est ailleurs. Ça, c'est notre thèse au niveau de la troisième voie, comme vision d'État. Ça signifie que si nous, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous allons changer la Constitution sur base de notre vision pour refléter notre majorité au Parlement ou notre majorité au niveau du référendum. C'est comme ça que je vous ai donné en tant que juriste la différence entre la campagne constitutionnelle qu'on appelle la campagne de la constituante et la campagne législative. J'attendais qu'un juriste me raconte. Et vous dites qu'on n'a pas soulevé les causes. Mais la cause, je vous ai dit ceci. Pour qu'il y ait une république, ne parlez pas de législateur sans parler du constituant républicain. Ce débat-là, peut-être que ceux qui n'ont pas fait de sciences po, le droit et la philosophie politique ne le connaissent pas. Pour qu'il y ait une république, il faut qu'il y ait les constituants républicains. Et le rôle du constituant républicain, parce que la république, c'est que tout pouvoir émane du peuple. Et je vais vous donner un article dans la Constitution qui nous permet de changer la Constitution. C'est vrai qu'en principe, en droit comme en sciences politiques, aucune constitution
ne peut en elle-même prévoir les moyens de sa mort. Mais toute constitution prévoit les moyens de sa révision. Mais moi, je vais vous donner une disposition qui prévoit même les moyens de la mort de cette constitution. Et je vous oppose l'article 5. Toute souveraineté appartient au peuple. Je vous pose la question entre le peuple congolais et la constitution ici du référendum, du reste du faux référendum, qui est plus puissant, qui est plus grand. Si le peuple retire une constitution, la remplace par une autre, il y a un péché. Et le péché là, ça s'appelle quoi? Est-ce que le peuple est sous la constitution ou bien sur les institutions, les animateurs et les individus? L'article 5, alinéa 2. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum, par élection ou par le truchement de ses représentants. Le président Tshisekedi a le suffrage du peuple, comme De Gaulle lors de la Troisième République en France. S'il décide avec ses 73,47%, il va consulter le peuple, parce qu'il a encore le suffrage du peuple. Et jusqu'au moment où on va changer la constitution, il aura toujours la légitimité du peuple, qui ne va pas tomber, parce qu'au moment où le peuple accepte la nouvelle constitution par référendum et les propositions, Tshisekedi continue avec sa légalité et la légitimité. Il aura violé quel article de la constitution à ce moment-là? Entrons dans le débat. On nous a appelés ici comme des aigles. On n'est pas venu ici flatter les petits esprits pour dire on ne touche pas, on ne touche pas. Parlons politique. Comment De Gaulle est-il parti de la Troisième République à la Quatrième République? Comment a-t-il appelé le peuple au référendum? Deux, je vais vous poser la question. Entre le peuple et la politique, qui est plus grand? Je réponds la politique. Parce que c'est la politique qui crée le peuple politique et non le contraire. Entre la politique et la constitution, qui est plus grand? Je dis la politique. Parce que toutes les constitutions du monde entier sont créées par les acteurs politiques, sont amendés par les acteurs politiques, sont retirés, remplacés par les acteurs politiques. Maintenant, vous posez la question, qui a qualité? Mais ici, s'il s'agit de la révision, on a donné 4 acteurs. Le président de la République peut initier, le gouvernement peut initier, le Parlement peut initier, une fraction de 100 000 signatures du peuple congolais peut initier. On n'a pas besoin de vous consulter pour vous allez accepter ou pas. Non, même si vous dites, vous donnez une disposition qu'on ne peut pas réviser la constitution pendant la guerre. Si on consulte le peuple et il dit révisez-moi ça pour me permettre de trouver réponse à ma guerre, vous allez dire quoi? Vous n'aurez que votre voix pour dire non et nous aurons nos voix pour dire oui. Et c'est le suffrage exprimé du peuple qui va changer les choses. S'il vous plaît, je vais terminer. Maintenant, on nous a proposé cette constitution au référendum, à part les députés nommés par Kabila, comme les députés nommés par Mouzé, comme les députés nommés par Mobutu. Vous êtes juriste, vous acceptez une constitution ici des députés nommés par un individu non élu par le peuple. Qui a été révisée plus d'une fois, Nicolas. Mais ça n'a pas été révisé par référendum. On ne révise pas une constitution par référendum. Les 18 ans de Joseph Kabila, justement. Lorsqu'on a dit Kabila a révisé la constitution, il l'a tué. Lorsqu'il a nommé les commissaires spéciaux, il n'a pas touché aux prérogatives et dévolé aux provinces. Parce que la province, d'abord je vais vous expliquer la forme républicaine de l'État, c'est quoi? Pour que vous puissiez découvrir. Quand on a dit qu'on ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État, vous savez le débat en ensemble ici, je crois que mon grand frère m'a embêté là. C'était qu'il y avait un conflit entre les unitaristes et les fédéralistes. Les unitaristes ne voulaient pas donner de personnalités juridiques, économiques et organiques aux provinces. Ils voulaient que les chefs de province soient des fonctionnaires de l'État nommés par l'administration centrale. Les fédéralistes voulaient des États fédérés en dehors de l'État congolais. Alors, ils ne se sont pas entendus. C'est alors qu'ils ont mis le brouillard, un État, la forme républicaine de l'État, où on a contesté et l'unitarisme et le fédéralisme. On va nous créer. Là, j'attaque pour compléter ce que vient Norbert Yamba. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un argumentaire à sauter. Quand vous dites qu'on ne peut pas toucher aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, le pays est dans des budgets à caractère modique. Le pays a suffisamment un problème de budget d'investissement. Le budget d'investissement va Félix Tshisekedi au pouvoir, c'était 4%. Ce Tshisekedi a recette nationale qu'il a amené à 11%. C'est encore insignifiant. Vous multipliez les professionnels politiques en province. Le nombre de gouverneurs, des vice-gouverneurs, des députés provinciaux, des personnels administratifs qui ne font rien. Si vous dites que la Constitution a fait 10 ans, dites-moi qu'est-ce que les assemblées provinciales ont foutu pour le peuple. Parce que vous qui pensez bien défendre le peuple. Maintenant, vous allez nous laisser, nous, continuer à payer des députés provinciaux, des gouverneurs. Pourquoi vous faites ce constat maintenant? Mais la Constitution, on a fait la Constitution d'un document qu'après l'évolution de ces documents par rapport au problème du peuple congolais. Alors, le vieux Yamba a insinué en disant... Tous ces problèmes pour l'élite politique et d'autres secteurs, cette question devait être une priorité même avant le 2e cycle électoral. Non. Il y avait beaucoup de priorités.
Et c'est à l'homme politique d'apprécier quand est-ce qu'il veut consulter le peuple. Il fallait un pourcentage électoral du suffrage universel exprimé conséquent pour qu'on puisse aller vers le peuple. Et le chef de l'État a une majorité écrasante de 73,47. Ça signifie qu'il a représenté plus que la moitié à lui-même. Nous pouvons consulter le peuple pour maintenir, changer ou réviser. Je termine. Nous allons réviser la Constitution aussi pour que le chef de l'État soit voté par les parlementaires. Alors, et vous allez me prouver que c'est lié. Finalement, je termine. Finalement dit... Ça, c'est mon point de vue. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse ça. C'est parce qu'il se mijote là. Je dis ça, c'est mon point de vue. Vous voulez aller chez les Américains alors que... Non, non, non. Voilà. Les Américains n'ont rien à voir avec la souveraineté du peuple qui doit se prononcer. Le président est élu par un petit groupe de gens. Je complète un peu ce que vient de Vous voyez le danger. Est-ce que vous voyez le danger? Le danger, justement, des grands électeurs. Est-ce que vous voyez les députés provinciaux, ceux qui sont en train de nous présenter comme spectacle? Est-ce que je peux répondre à cette question rapidement pour clôturer? Les sénateurs et de gouverneurs. Ok. Vous avez vu, c'est au plus... Je réponds à cette question rapidement. Donnez-moi la chance de répondre à cette question. Si nous allons vers la corruption des grands électeurs, hein, nous gardons moins d'argent pour le peuple. Et si nous allons au suffrage universel du peuple, qui n'ont produit les mêmes corrupteurs, vous savez comment les élections se sont passées. Voilà, nous avons gagné où? Vous voulez que, s'il vous plaît, je termine là. Vous voulez que pour un pays dans lequel tout est prioritaire, qu'une institution privée d'appui à la démocratie puisse gérer 1,2 milliard de dollars. Vous acceptez ça. Et vous dites que vous aimez le peuple congolais. On a tarabusté à cette constitution. Alors vous voulez que nous puissions laisser ces prérogatives des provinces, ça les verrouiller, ça les déverrouiller? On a tarabusté à cette constitution le fait de vendre le territoire aux étrangers. Parce que la loi Bakajika stipulait ce que vous connaissez. Et maintenant, avec cette constitution... L'article 9 vous dit l'État congolais exerce la souveraineté si les sols sont les mêmes. Les sols qui appartiennent à qui? Non, parce que vous m'avez provoqué, j'ai retiré. Je veux un peu corriger pour dire que ce n'est pas les grands électeurs qui votent. Ce n'est pas les grands électeurs qui votent le président de la République des États-Unis. Il faut comprendre le système. Chaque État a un poids électoral. C'est moi qui ai dit ça. Ça veut dire, quand quelqu'un, par exemple, gagne la Californie, il gagne de nombre de points. Les grands électeurs, c'est seulement protocolaire qu'on appelle. Ce ne sont pas les individus. On donne un chiffre. On donne un chiffre pour balancer le poids. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai fait ça dans l'Afrique du Sud et en 1960. Non, je dis ça parce que je vois que beaucoup répètent que non, ce sont certains sénateurs. Cette précision, détail, c'est qui moi, je voudrais que vous puissiez y revenir. J'étais sur autre chose tout à l'heure. Oui. Les grands électeurs, ce ne sont pas eux qui votent. Non, ce n'est pas un individu. Ces individus représentent un chiffre déterminé par État. Il y a des États où, quand vous gagnez en cet État, vous avez tous les chiffres. Compte tenu de la capacité démographique de l'État. Et on donne un score. Où il y a des États où c'est par le pourcentage que vous avez gagné. Par exemple, en Californie, je crois aussi Texas, quand vous gagnez tous les points. C'est pour dire que même si les gens, c'est pour balancer le poids, par exemple, du Kivu et par exemple du Bandundu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On revient à cette diction, je veux répondre. C'est un grand électeur. Fumutoto. Oui, c'est un grand électeur, mais aux États-Unis, ce n'est pas lui qui vote. Monsieur Fumutoto et monsieur Sekimouni. Je peux répondre ici, je voudrais dire, peut-être vous n'avez pas compris ce que je dis. Je dis, on doit la changer pour des motifs socio-économiques. Et je donnais... Là, vous émettez sur la même longueur d'onde que Nicolas. Parce qu'on n'a pas besoin de la révision ou du changement de la Constitution. Non, je dis ceci. Pour résoudre les problèmes qui se posent aux Congolais. Parce qu'on a dit, toute science, toute politique, tout art qui ne descend pas dans l'arène pour appréhender les problèmes qui se posent au peuple et les solutionner, eh bien, c'est une politique, une science, un art de bureau appelé à disparaître, comme le disait le professeur Mutombo Tomokana. Je peux finir. Je dis, Nicolas, c'est marrant que 3 ans, il voulait résoudre le problème et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de révision. Donc, on doit seulement revoir la Constitution, juste quand eux, ils pensent qu'il y a un problème. Eux aussi, ils veulent, mais ils disent que ce n'est pas opportun. Qu'est-ce qu'il y a le changement il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est compliqué. 2, je dis ceci. Aujourd'hui, la correction qu'on propose, que moi je propose,
peut déclencher un changement ou une révision. Aujourd'hui, telle qu'elle est établie, elle doit déclencher un changement. Mais si à la fin de la discussion, on va aller par deux voies, ou les parlementaires, un groupe de parlementaires l'adoptent et disent, pour que ça passe, on ne va pas changer certains articles qui déclenchent seulement la révision, on peut l'accepter. Ou on va aller, je pense aussi aller au référendum. Ça veut dire demander aux citoyens congolais certaines voix et déclencher un changement constitutionnel. On est en négociation. Ça veut dire à la fin de la journée, on risque d'avoir deux propositions de constitution. Il y a celle que moi, je vois telle que le Congo doit être, et celle que le président ou son groupe la veut, ou le troisième envol, au lieu de toujours dire non, il peut se présenter avec son changement d'il y a 3 ans et de la proposer. Mais je dis, ça qui va en venir, ça peut être un changement ou une révision, c'est technique. C'est qu'on débat, c'est technique de la conséquence. Mais moi, je veux un changement. Mais si je n'arrive pas à ça et que je trouve un groupe de parlementaires ou le président de la République qui peut déclencher, il dit non, pour que ça passe, moi je dis ne touchez pas à ça et je vois que j'ai mon gros des corrections, pourquoi pas? Mais jusque-là, toutes les trois voies sont ouvertes pour des raisons économiques. Il y a plusieurs aspects j'ai parlé de la nationalité pour résoudre la guerre de l'Est. Je dis, on doit coexister en RDC en tant qu'individu. La notion, l'article sur les chefferies. La guerre dans l'Est du pays, cette agression a pour solution, selon vous, le changement de concept de nationalité? Oui, pour dire ceci. Les multinationales connaissent ça. On s'en fout d'eux. On va dire ceci. Le Rwanda connaît ça. On s'en fout. Le Rwanda, j'ai proposé la guerre économique. Jusqu'ici, on n'a jamais fait la guerre économique. Ça, c'est notre problème. Mais je dis aujourd'hui, si un 23 aujourd'hui dit qu'il défend une tribu, que les Koulouna, quand ils tirent sur quelqu'un, on les arrête. Mais aujourd'hui, un 23 RCD, ils disent qu'ils défendent une tribu. Et c'est justifié dans la Constitution. Parce qu'on existe en RDC en tant que dans la minorité, on coexiste en tant que cette fissure, ces collages des tribus. Quand on enlève cette excuse, ça veut dire si une personne tire sur l'autre, il dit je suis Mutetela, je tire sur un Mukongo parce que les patates ne sont pas servis, il commet un crime, on s'en fout, il a tué un autre individu. On résout le problème de l'Est parce qu'on va coexister en tant qu'individu. Ça fait qu'un 23 aurait commis un crime. Et ça aussi sur des raisons économiques. Les gens qui ne veulent pas ça, ils sont encore de penser l'existence, l'identité d'une façon primitive. Je dis, les journalistes disent, on peut définir l'identité par le sang ou par le sol. C'est idéologique. Moi, je dis, par le sang. Juste par la naissance. Ce n'est pas par le sang. Vous avez posé la question, est-ce qu'on a un problème d'homme en RDC? Je dis non. On a un problème de division idéologique. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre un Sesanga, un Tshisekedi et un Kabila sur le rôle de l'État. Un Bukangaloso, c'est la même chose qu'on a allé acheter des bateaux. Ça veut dire, pour eux, ils pensent que l'État, c'est la solution. Ils doivent nourrir. Moi, je suis contre l'État. Je dis l'État, c'est le problème. Au lieu de parler du budget de l'État, IDPS vient de faire 5 ans au pouvoir. Eux aussi, ils étaient au Parlement. On n'a pas augmenté le SMIC d'1 centime. Mais tout le monde parlait. Comme eux, il faut accroître le budget national. Et c'est ça qu'on a un problème. On a une autre voix qui n'est pas opposition, qui n'est pas écoutée. C'est idéologique. Je les appelle tous des conservateurs. Parce que malgré qu'ils disent non, oui, ils répètent les mêmes choses parce que les fondamentaux, ce qu'ils croient, sont les mêmes. Le rôle de l'État, la protection de l'individu, qu'est-ce qui prend précédence? Et c'est ça le problème. Tant que leur conviction du rôle du gouvernement, on aura des lois qui vont primer le gouvernement que l'individu. Et je dis, c'est ça aussi le problème des journalistes qui doivent commencer à engager la discussion idéologique. Les élections se sont passées,
on a parlé juste des individus, on n'a pas parlé de notion idéologique de ce que veut être l'État. Il n'y a pas la différence entre un Sesanga, un Moïse Katumbi, un Kabila, un Mobutu, pour des raisons idéologiques. Ceux qui pensent que l'État, c'est le papa qui doit donner. Le reste, peut-être ils ne sont pas d'accord avec Fumutoto, mais c'est dans la même lignée idéologique. Et ça va résoudre rien en RDC. Il n'y aura pas de développement. Le dernier point que je veux dire, le problème, ce n'est seulement pas la Constitution. Voilà. C'est aussi, la Constitution, c'est un des atouts pour le développement. Je dis, c'est l'idée, je peux exagérer, primitive de développement. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Les États les plus développés sont aussi les plus endettés. Ça veut dire qu'on devait développer, la priorité devait être moderniser notre système financier pour tricher. Et ça nous met deux ailes idéologiques différentes. Il y a ceux qui pensent qu'on doit faire la colonisation, planter partout, nourrir le ventre. Et moi, je dis non, on doit tricher pour financer, nourrir la tête. Et c'est ça qu'on devait aller aux élections en parler. Et même les deux constitutions vont représenter ces deux lignes idéologiques. Voilà. C'est ça, on a dit non, mais ils avaient fait un truc de révision dans la même constitution qui reflétait les mêmes idées. Et moi, je dis non, eux, ils sont tous les mêmes, malgré qu'ils disent non, oui. Oui, il dit la fièvre ne va pas nous tuer maintenant, pourquoi on doit injecter la piqûre? C'est question de temps. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de nous brandir. Voilà. À toi aussi, content de toi. Norbert, c'est pas les Français qui te posent problème. Vous êtes mon assistant Fumutoto, comme toujours. Mon assistant autour de cette table. Norbert Yamba, vous avez suivi un peu tous ces arguments. Je sens qu'on est dans la vision des aigles. Est-ce que le spectacle pendant 5 ans qui a été présenté au peuple congolais par les assemblées provinciales avec les exécutifs provinciaux, toi tu manges seul, Fobiso Petolia, quand Bazoliate, quand il n'y a pas de jeep et des voyages à l'étranger avec famille en congé, par exemple aux États-Unis, en Europe, eh ben, c'est la motion et le gouverneur saute. Ce qu'a laïcité, et voilà, il doit sauter aussi. Le même spectacle au Parlement avec des motions alimentaires ou complémentaires. Voilà, vous connaissez ce qu'il y a. Un vrai contrôle parlementaire, il n'y a pas eu. Il y a eu la complaisance. Détournement dans les entreprises publiques. Non, pas yamba. Et le gros morceau, le gros du budget, ça tombe entre les mains de ceux qui dirigent les institutions, et voilà, le reste, le peuple se contente des miettes. Est-ce qu'il faut avancer comme ça, ou il faut s'arrêter, faire changer les règles du jeu, absolument, et avoir le courage, comme les Togolais, pour pouvoir changer le paradigme? Merci Fabien. Je suis content quand même qu'on est en train vraiment d'élever le débat. Et je voudrais insister du côté de Nicolas pour qu'il essaie de se dégager d'envol pour prendre sa posture d'un intellectuel, et on verra comment on peut aider à ce que les choses aillent comme il se doit. En tout cas, moi, je voudrais rassurer que ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas parce qu'on a fait une réunion à l'IDPS. Je pense que même Fumutoto, à les 10 ans, il est habitué à faire ces réflexions. Et nous les disons comme ça, mais à un moment donné, nous aurons un compromis qui permette à ce que les gens qui peuvent décider décident toute conviction. Ça, c'est première précision. Deuxième précision, je voudrais calmer Nicolas pour dire qu'on n'est pas en train de chercher le bouc émissaire. Certainement qu'on a été aux élections en 2018. Et puis bon, ces élections, nous les avons gagnées à la présidence. Nous n'avions pas beaucoup de députés. Et on a fait une coalition. Et vous savez, Nicolas, lorsqu'on veut faire une évaluation agissante, il faut savoir considérer les différentes séquences d'un processus, d'un timing arrêté. Et puis bon, voilà, par rapport à ces processus,
Vous avez vu qu'on a fait 2 ans avec Ilion Kamba, 2 ans et demi, et puis finalement avec Issa Malo Condé. Mais avec Ilion Kamba, c'était avec le FCC et c'était 65%, n'est-ce pas, des ministres et premiers ministres venaient du FCC et 35% essentiellement pour l'IDPCALD avec l'INC et compagnie, etc. Donc, dans ce contexte contextualisé, il est difficile de prendre des décisions stratégiques dès lors qu'on n'est pas rassuré véritablement de sa légitimité, en fait, parce que vous avez des hommes et des femmes qui n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Troisième chose, je voudrais assurer qu'il n'y a pas eu plusieurs modifications constitutionnelles. Il n'y en avait qu'une seule, du 20 janvier 2011. Ouais. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Mais je voudrais revenir par rapport à ce que disait. Je n'aime jamais faire ensemble avec mon jeune frère le débat. Tantôt, il parle vieux, on est des collègues. Et ça donne l'impression qu'on tribalise les choses. Et c'est pourquoi je suis continué. Alors, Fumutota a dit quelque chose de très grande importance. Lorsqu'il a dit la question de mandat. Et ces mandats, et là, je rejoins mon ami pour dire que voilà, il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller. Et pour déverrouiller, il faut une autre constitution. Voilà. Pourquoi les mandats? Regardez, mon ami. L'objectif de toute action politique ou publique, c'est justement changer la situation du pays. Mais vous allez changer. Excusez. Vous êtes pour le changement des mandats. Je crois que c'est pour revoir à la hausse le nombre d'années pour un mandat à la tête du pays. Mais quand vous regardez, Norbert Yamba, vous êtes un érudit, mais vous regardez, est-ce qu'il y a la volonté? Regardez aujourd'hui, pour prendre les exemples pratiques, en 5 ans, la ville est plus sale. Vous avez élevé un gouverneur ici avec une assemblée provinciale complaisante. La ville fait la honte. J'ai un ami qui vient de Paris, mais il n'a pas le courage de parler de cette ville capitale. Regardez les spectacles, les nouvelles de détournement, surfacturation et tant d'autres. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Okay. Et qui, par moments, plombent le mandat du président de la République et font oublier toutes les bonnes œuvres, toutes les réalisations qu'il est en train de faire ou d'entreprendre à travers le pays. Alors, pourquoi passer de 5 ans à 7 ans pour produire quel spectacle? On voit que le président, il est trop bon quand même, non? Attention. On ne cherche pas des solutions simples à des problèmes complexes. La complexité montre l'imbrication incidentielle entre les différents facteurs qui concourent à un problème donné. On est à la fin. Donc, je voudrais terminer en disant, si aujourd'hui, la France, parce que mon ami est juriste, il est inspiré du droit gréco-romain ou romano-germanique, disant que nous avons aussi eu le droit chez nous, en fait, qui n'est pas intégré dans nos institutions. Ce droit-là est valable. Malheureusement que nos intellectuels ne sont pas suffisamment rodés par rapport à ça. Mais je dis que si en France, il y a 5 ans, et qu'on a résolu 80% des problèmes, mais la France a, quelqu'un m'a corrigé, il a dit 577 milliards de dollars du budget, avec 70 millions d'habitants, 3 000 milliards, n'est-ce pas, de produits intérieurs bruts. Or, nous avons 110 millions, avec perspective d'avoir 300 millions dans moins de 30 ans. Et nous avons tous les problèmes à l'état d'animalité zéro. Voilà. La table, problème. Le logement, problème. L'alimentation, problème. Or, parce que nous sommes inspirés du droit gréco-romain, où la France qui est la référentielle par 5 ans, et donc, il faut faire, pour faire être démocrate, il faut faire comme la France. Mais vous oubliez que la France a résolu 80%. Et nous n'avons rien. Parce que tout à l'heure, j'ai toujours aimé l'approche économique de mon ami, on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'entreprise, etc. On n'a rien. Et il faut donc être plus intelligent pour construire une intelligence situationnelle. Je termine. Non. C'est très important.
Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez, maître, vous allez analyser cela même quand au retour, nous avons un arrangement institutionnel qui donne deux pouvoirs. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Au niveau du pouvoir provincial, c'est interdit, naturellement, parmi Alors, regardez, nous avons, si on fait le calcul, nous avons 52 gouverneurs, c'est-à-dire gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons 1012 exécutifs, c'est-à-dire des animateurs de l'exécutif, de toutes les entités. Nous avons 3000 ministres. Si nous faisons les élections locales, nous avons 11 000 députés. Quelle bourgeoisie politique. Vous savez ce que cela représente? Et si vous ajoutez les sénateurs, les administratifs, et si vous ajoutez tous ces députés-là, il faut les payer. Il faut leur donner le véhicule. Avec quel argent? Avec quelle entreprise? C'est tout ça. Alors maintenant, on dit non, il faut pouvoir bouger là-bas. Nous disons non, il faut bouger. Pourquoi nous avons l'intelligence? Et le peuple, lui, ne voit que Moulinga dans l'assiette. Le Premier ministre, il ne faut pas le poursuivre. Tous ces gens qui se sont donné des avantages. Des avantages où ils touchent plus que ceux qui sont opérationnels. Merci, on dit il faut les laisser. Il ne faut pas bouger tout ça. Alors, ayons le cœur dans l'ouvrage, ayons moins d'émotions toxiques, dégonflons notre tension et voyons ce que nous pouvons faire pour notre pays. Ouais. Sinon, alors, on va rester la même chose, on va copier les traditions d'ailleurs, et puis bon, voilà. Donc, vous êtes pour justement le changement ou la révision. Nicolas n'a pas exclu avec un vol la révision, mais il dit que ce n'est pas le moment. Pas de changement, mais la révision, mais ce n'est pas le moment. Nicolas, vous êtes le seul dans cette... non, on trouve que nous avons la révision. Non, on a terminé. Nicolas, effectivement, de votre part, on a terminé. Alors, ce que j'ai retenu de mes trois amis, que j'apprécie beaucoup, il y a une autre facture de réflexion, c'est qu'ils sont pour un changement de constitution, mais ils omettent de dire que le besoin pour le changement de constitution ne réside essentiellement que sur le déverrouillage des matières verrouillées dans l'article 220, notamment la durée du mandat du chef de l'État, le nombre de mandats. Ce pourquoi nous avons milité à l'opposition ensemble avec M. Yamba Yamba, et même Fumutoto, je pense, à une certaine période, pour que personne ne touche à l'article 220. Aujourd'hui, ils sont prêts, eux, à déverrouiller cet article sous prétexte que, en augmentant la durée du mandat du président de la République, ça pourrait résoudre des problèmes socio-économiques sans pour autant faire la vraie démonstration de la corrélation. Par contre, nous disons, je vais finir par là, ils auront le temps. En principe, j'aurais dû avoir 3 fois le temps puisqu'ils sont à 3. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ici, il faut retenir que les raisons socio-économiques, les raisons que l'on peut évoquer peuvent être résolues par une révision de la Constitution et non par un changement de Constitution. Lorsqu'on s'acharne pour obtenir un changement de Constitution, heureusement que vous l'avez avoué à la fin de l'émission et ceux qui nous suivent vont le capter, c'est pour obtenir le changement de la durée du mandat et du nombre de mandats, qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple, qui est son ventre, qui est la santé, qui est les routes, qui est le développement, qui est la démocratie. Ici, je vais finir, donnez-moi 2-3 secondes. Ici, il faudrait noter que pendant 18 ans, avec la même constitution, l'opposition a combattu M. Kabila pour une mauvaise gestion, avec l'UDPS en tête, avec la même constitution. Ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire que la constitution sous laquelle Kabila a mal géré était mauvaise. Donc vous donnez raison à Kabila. Alors il faudrait dire pourquoi on l'a combattu et comment on l'a combattu. La question de l'opportunité de la révision, parce que chez nous, il n'est pas question de changement de constitution. La révision est une possibilité, mais elle est inopportune parce que, principalement, ce qui bloque le Congo, c'est la mauvaise gestion, ce n'est pas les dispositions constitutionnelles. Et l'état des sièges nous interdit, parce que l'article 219 pouvoir procéder nous l'interdit. À la révision ni au changement. Merci
Nicolas Lenga. Je rappelle que vous êtes juriste et vous êtes le secrétaire général adjoint du parti Envol de Délices et Sanga qui avait justement déjà pensé à la modification de certaines dispositions constitutionnelles et depuis quelques années. Merci Norbert Yamba Yamba, panafricaniste, cadre de l'UDPS. Il ne reste pas donc un troubadour, un trouvère dans la cour au sein de son parti. Il va très loin dans la pensée ou dans la réflexion. José Kimonyo, professeur, économiste, écrivain, merci d'être rentré au pays pour contribuer à la réflexion. Et Fumuto Tobasanga, troisième voie, Union sacrée, je ne sais pas demain ce sera quelle couleur politique vous allez endosser. Mais je n'ai qu'une seule couleur politique, c'est la troisième voie, ma pensée. Et voilà, ce sont des camps politiques. Formation politique, c'est idéal patriote. Ouais. Je dis ça pour vous taquiner. Vous êtes un homme, qui s'assumait. Alors, merci à toute la réalisation. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine La Cour des Aigles. Avec le même plaisir. Portez-vous très bien.